Bonsoir à tous. Que se passe-t-il dans nos assiettes? Sommes-nous en train de perdre le goût de la viande, car on en mange beaucoup moins en France? Est-ce mauvais pour notre santé? Et pourquoi l'élevage est-il en crise? La viande française est-elle de qualité? Voilà le sujet, les questions dans C'est dans l'air ce soir, émission intitulée Viande de l'élevage à l'assiette. Et pour répondre à vos questions, Internet, SMS, Twitter, nos invités ce soir, un éleveur d'abord, Pierre Inard, bonsoir. Vous êtes agriculteur, vous êtes vous-même ingénieur agronome, vous avez travaillé dans un abattoir et vous avez critiqué par exemple la grande distribution dans un livre intitulé Omerta sur la viande aux éditions Grasset. Face à vous, l'économiste Pascal Perry, vous êtes, bonsoir, un spécialiste des politiques de prix, vous dirigez le cabinet PNC qui fait du conseil en stratégie bas coût et vous avez publié Les impôts pour les nuls aux éditions First, autre spécialité. Pour parler aussi de nos changements de consommation, d'habitudes de consommation alimentaire, le docteur Brigitte Danchin. Bonsoir docteur, vous êtes médecin généraliste à Paris et conseil en nutrition et vous avez publié Bien dans mon assiette chez Pocket. Et puis le journaliste gastronomique Emmanuel Rubin, vous êtes critique gastronomique au Figaro et vous avez publié le livre noir de la gastronomie chez Flammarion. Alors, avant de revenir sur la colère des agriculteurs, des éleveurs qui ne se dément pas, on va parler d'abord de la viande française pour laquelle ils se battent. Mais finalement, Emmanuel Rubin, est-ce qu'elle est si bonne, cette viande française, si bonne qu'il faille à ce point en relever le prix? Non. Elle est de qualité très inégale. D'ailleurs, si on est dans la situation dans laquelle on est, c'est qu'il y a un débat. Le débat, il vient de plus en plus de l'intérieur de la filière, à commencer, on le voit, par des éleveurs ou des bouchers. L'an passé, Yves-Marie Le Bourdonnec, qui est un boucher, on dit un boucher star du côté d'Asnières, a lui aussi jeté un pavé dans la mare en signant un ouvrage qui s'appelle L'effet bœuf, qui rejoint un petit peu ce que vous dites. Aujourd'hui, elle est de qualité très inégale. D'abord parce qu'il y a des élevages à plusieurs vitesses, des élevages qui sont quand même des élevages plutôt intensifs, ils font travailler en filière de grande distribution, et là, il ne faut pas rêver au prix où on vend la viande, elle n'est pas d'une qualité extraordinaire. Ensuite, en revanche, vous avez dans le même temps des éleveurs qui travaillent bien, voire de mieux en mieux. J'allais dire presque des artisans, et là on a une viande de qualité. Autre souci, autre problème, qu'est-ce que ça veut dire une viande de qualité? Parce qu'on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui il y a eu un temps long sur c'est-à-dire la modernité, dans le sens le pire qu'on puisse offrir au monde de la viande, c'est que le goût des gens s'est formaté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui finalement les gens aiment des viandes par exemple dans la tendreté. On parle beaucoup de persiller de la viande. Il y avait des images il y a quelques instants, vous voyez, de steak un peu vénuré, ouais. Voire un peu de gras, ce qu'on appelle le persillé. C'est ce qui donne le goût. Ouais. C'est ce que longtemps a fait la qualité d'une viande. Aujourd'hui, vous servez ça au public, ils ne les mangent pas. Les gens ont été habitués à manger des viandes dans la tendreté, quasiment dans la mâche, dans la... Mais alors, parle au molaire, mais qui ne parle pas au palais. Ce serait de notre faute alors? C'est un ensemble. C'est toujours le problème de la poule qui fait l'œuf. Je dis que c'est un ensemble. À la force de manger ça, on ne sait plus pourquoi, comment. Il n'empêche que le goût est formaté. Et finalement, aujourd'hui, lorsque vous donnez une viande que l'on qualifiait il y a encore quelques années en gastronomie de grande viande, une viande persillée, haute en saveur, les gens, pour la plupart, tournent de l'œil. On peut prendre un exemple, rapidement. Ils tournent de l'œil. Très rapidement. Prenez on a rarement vu déclencher le SAMU pour une viande avec de la vénure. On va prendre quelque chose. Prenons le tartare. Le tartare, aujourd'hui, vous le voyez à peu près à la carte de tous les restaurants. C'est presque devenu un totem culinaire, ouais. Des brasseries, des cafés. Aujourd'hui, le tartare que vous sert, c'est de la purée. C'est une espèce de purée condimentée. On n'est plus du tout dans la chair, on n'est plus du tout dans le filet, on n'est plus du tout dans le carnivore, dans le saignant. Et je parlais de tourner de l'œil. Aujourd'hui, vous servez un tartare tel qu'on le servait peut-être encore dans les années 60-70, je vous garantis que personne ne le mange. Emmanuel Rubin est dur avec les éleveurs français dans leur ensemble. Pierre Inard, vous qui êtes éleveur, vous-même, comment vous réagissez à ce qu'il vient de dire? La qualité de la viande française, c'est quoi pour vous? C'est mitigé? C'est bon? C'est très bon? C'est quoi? Non, le constat est très mitigé parce que on constate aujourd'hui que 80% des viandes consommées sont d'origine inconnue. Donc, à savoir que dans tous les plats cuisinés, si vous regardez d'où vient, vous êtes incapable de dire d'où provient. Non, il n'y a aucune traçabilité. Donc ça, c'est la boîte de Pandore, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc finalement, vous consommez même des viandes OGM type poulet brésilien cachées dans votre assiette, dans le plat cuisiné, sans que vous le sachiez. C'est pour ça que la qualité est très inégale. Il y a des gens qui, comme nous, engraissons les animaux qu'à l'herbe, donc c'est le haut de gamme qu'on rend abordable au prix d'une barquette en grande surface, alors que là, vous avez de l'hyper-qualité, et les gens ne le savent pas.
Et de l'autre côté, eh bien, vous avez des viandes industrielles dont monsieur dit qu'à la mâche, il n'y a plus rien, mais c'est normal puisque les conditions d'élevage sont tellement mauvaises que vous faites des viandes qui sont totalement déstructurées. Qu'est-ce que vous appelez de la viande industrielle? Parce que quand même, un bœuf, il faut bien qu'il soit sur pattes. Eh bien, c'est simple, c'est comme un poulet de batterie et un poulet fermier. Vous voyez la différence? Il y en a un qui paraît ferme à manger, l'autre, vous pourriez manger les os. Eh bien, au niveau de la viande de bœuf, c'est la même chose, c'est-à-dire l'élevage intensif. Si vous biberonnez de céréales, de maïs en silage, de soja OGM importé en plus, eh bien, en faisant ça, vous faites des croissances très rapides, mais des viandes qui n'ont aucune structure, qui sont très tendres, par contre. Mais quand on dit comme ça à la volée du charolais, du salers ou du limousin, on a l'impression tout de suite de voir le goût, le terroir. C'est pas vrai, ça? Ça veut dire que c'est plus vrai? Non, ça ne veut rien dire. La race ne veut rien dire. Même la salers. C'est le énième critère qualité. Le premier et le seul vraiment différenciant en qualité, c'est le mode d'élevage et le mode d'alimentation des animaux. Et des éleveurs. Oui, mais c'est lui qui détermine derrière le choix du mode d'élevage et du mode d'alimentation. Mais c'est ça qui devrait être en premier mis sur la viande qu'on achète. Pascal Ferry, la qualité de la viande. Je parle de la qualité. Après, on viendra sur la façon dont on fait le prix, mais la qualité de la viande française. Là, vous avez décrit l'un et l'autre un paysage d'apocalypse. Non, inégal. Alors, inégal. Je dirais, pour avoir consommé de la viande dans d'autres pays, et je pense qu'on l'a fait autour de la table, nous avons en France quand même globalement une viande qui est plutôt de bonne qualité. Maintenant, il faut s'entendre sur la dimension de la qualité. Est-ce que la qualité, c'est par exemple l'hygiène? Vous voyez, les Américains, par exemple... Hygiène, santé, goût, on pourrait parler par facteur. Le goût, c'est essentiel. Il y a encore des consommateurs en France qui ont du goût pour la viande et qui aiment la viande qui a du goût. D'ailleurs, il y a floraison, inflation, j'allais dire, de bons bouchers dans les villes et les villages. Et globalement, je dirais que les Français... C'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Moi, je pense que tendanciellement, les Français... Ça revient, mais les bouchers, il y a eu une... Alors, on va revenir. Je vais au bout. Je vais au bout. Je pense que tendanciellement, les Français ont tendance précisément à reconquérir leur assiette. C'est-à-dire qu'il y a un retour. Alors, pour plusieurs raisons. Parce qu'on est en situation de crise, parce que la mondialisation fait peur, et donc on revient à des choses qui sont simples. La table, la famille, vous voyez, le jardin. Moi, je suis frappé de voir à la télévision la multiplication de ces émissions autour de la cuisine. Et donc, moi, je vois autour de moi des consommateurs qui consomment probablement moins de viande, mais qui consomment mieux de viande. Et il se trouve que pour des raisons personnelles, j'ai aussi des contacts avec des éleveurs. Je les vois travailler dans le Gers, dans le Quercy, en Saône-et-Loire. Ce sont des éleveurs qui travaillent bien aujourd'hui et qui cherchent précisément à échapper à ce courant dominant que vous décrivez l'un et l'autre, qui existe, qui est celui de la viande un peu industrialisée. Mais dans le domaine de la viande, vous le savez, quand on achète du beefsteak haché, il y a de très fortes chances qu'il s'agisse de Primolstein. Vous savez, c'est une race de vache à lait. C'est pas de la vache à viande. En réalité, elles ont pris le train, elles sont parties en Allemagne, elles ont été abattues dans des élevages, elles sont revenues sous forme de plaques de beefsteak haché. Enfin, ça dépend ce qu'on achète. Et le consommateur, quand même, aujourd'hui, est éclairé. C'est ça que je veux dire. Oui, mais alors, il est capable de choisir. Vous vous rendez compte que, avec ce que vous venez de nous dire, là, parce que je tombe un petit peu des nues, je dois dire, on s'attaque à un totem de la culture gastronomique française. Notre steak frites est pas bon, alors? Mais non seulement c'est un totem, mais quand vous parlez de totem, vous parlez aussi quelque part de tabou et surtout de fantasme. Vous parliez d'une chose qui est très intéressante, c'est effectivement quand on parle de Salers, de Charolais ou de Blanc du Limousin. Alors là, tout le monde, tout de suite, c'est le terroir, c'est la ligne bleue des Vosges, c'est formidable, c'est cocardier. Ça ne veut rien dire. Je rejoins vraiment ce que vous dites. Prenons par exemple l'univers des vins qui est beaucoup plus travaillé. Aujourd'hui, c'est une appellation d'origine contrôlée, on va prendre le Saumur Champigny, il y a des règles. Donc on sait à peu près quelle sera la qualité du Saumur Champigny. Et encore, n'importe qui vous dira que derrière cette appellation, selon le vigneron, son travail, le temps qu'il va laisser à la vigne, donc c'est selon l'éleveur. Aujourd'hui, dans le monde de la viande, de l'éleveur, il n'y a pas du tout ça. Donc on vous vend d'abord de la charolaise, qui est une race bourguignonne, vous la trouvez à peu près partout. Pas simplement en Bourgogne. Et à tous les modes alimentaires. On va reprendre ce débat. Ça ne veut rien dire. Donc, on va reprendre ce débat, on a compris. Ça crée le fantasme. Et vous savez, on se dit, elle est formidable. Voilà. C'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. Il n'est jamais passé par la France. Attendez. J'ai bien compris que pour vous, qualité, c'est d'abord l'éleveur, la façon dont il travaille, d'accord?
que donc c'est très marketing le non-démarre, mais on va reprendre ce débat dans un instant. Docteur, je vais vous repasser la parole dans un instant, mais quand même, vous mangez de la viande? Absolument, et moi j'habite dans le 11e. Et vous la trouvez bonne? Et j'ai un boucher magnifique, qui s'appelle Olivier. J'y vais peut-être un peu trop souvent, ça on en discutera. Eh ben on va parler de ça. Mais elle est bonne sa viande, elle existe, et l'entrecôte oui, parce que ces critères d'achat ne sont pas les mêmes que la grande surface, pas du tout. Alors on va revenir sur ce point-là, mais d'abord... une excellente viande, à Paris en tous les cas, j'irai pas en province, je sais pas, mais ça existe. En province aussi, j'en suis sûr. On va y revenir donc sur la qualité, sur la façon dont le prix se construit, mais d'abord, évidemment, il y a l'expression de la colère des agriculteurs qui continue sur le terrain. Ils sont allés, par exemple, vous allez le voir dans ce reportage, à la rencontre du Premier ministre Manuel Valls, à Marciac, où il était venu écouter le festival de jazz, les musiciens, et malgré l'absence du ministre de l'Agriculture dont il demande la démission, eh bien, ça s'est plutôt bien passé, vous allez voir. Et puis à Marciac, dans le Gers, eh bien, l'équipe de C'est dans l'air est allée voir les mécontents, mais aussi des éleveurs qui, eux, s'organisent entre eux, mutualisent pour essayer de mieux produire. Reportage Barbara Steck et Stéphane Lopez. Bonjour. J'ai vu que vous aviez une belle carte, on est agriculteur, avec plein de produits fermiers. C'est remarquable. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil? Contrôle surprise dans les restaurants de Marciac pour ce premier jour du festival de jazz. Pas question pour ces agriculteurs de forcer les portes des frigidaires, mais de contrôler l'origine des aliments. Les magrets du Gers. Ok. Poulets et magrets sont français, mais pour le bœuf... Ça, c'est du hollandais. C'est quand même dommage d'avoir tout du pays là et il n'y a que le bœuf qui n'est pas local. 7 € le kilo de plus quand même. Il y a une grosse différence. Et vous ne pouvez pas le valoriser sur l'assiette comme vous avez fait pour le reste? Après, c'est question vous savez, de je crois que je vais en mettre à 19 € là. Nos achats, c'est nos emplois. Quand vous prenez de la viande de Hollande, vous achetez du chômage en France. Ce jeune restaurateur est compréhensif, mais pour lui, le prix de la viande est trop cher. Dans ce deuxième établissement, même constat. Cette côte de bœuf vient d'Angleterre. Le problème qu'il y a, c'est qu'apparemment cette viande vient de loin. Et la viande qu'on a en France, elle est plus chère que celle qu'on a en oui, mais ils n'ont pas les normes que nous. Ils n'ont pas les mêmes coûts de production que nous en France. Et nos charges sociales et compagnie. Mais voilà, c'est le problème. Dans ce restaurant, le bœuf représente 70% des assiettes servies. Un manque à gagner considérable pour les producteurs du coin. Je pense qu'on est sur les différences qui sont aux environs de 5 € le kilo. Maintenant, voilà, je pense que si ça va déjà un pas de 3 €, c'est faisable pour lui. Il faut qu'on discute avec l'organisation, il faut qu'on s'organise pour faire en sorte que les festivaliers de Marciac mangent tout français. Pour l'année prochaine, une convention locale obligeant les restaurateurs à acheter français est à l'étude. C'est ça le problème, quoi. À l'entrée de la ville, autre action. Des barrages filtrants. Bonjour. Vous trouvez cette personne, si vous la voyez, vous pouvez nous la signaler. Bon, elle est connue. D'accord. Les agriculteurs attendent un invité. On veut dire que le ministre, voilà, c'est marqué coupable de non-assistance à l'agriculteur en danger. Voilà, wanted. Finalement, Stéphane Le Foll ne viendra pas et c'est seul que Manuel Valls se rend sur place. Visite d'une exploitation bovine chez un jeune agriculteur. J'essaie de vous expliquer dans la situation que je suis, avec les contraintes qu'on a. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Vous avez eu envie de faire ce que vous faites? Mais le problème que j'ai, c'est que maintenant, je commence à être démoralisé. Le dialogue est apaisé. Les agriculteurs entendus. Les mots se veulent rassurants. Manuel Valls en profite pour apporter son soutien à son ministre de l'Agriculture très critiqué. Les agriculteurs et les éleveurs demandent le respect, demandent l'écoute et demandent surtout des solutions concrètes. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dur, qui portent des valeurs qui sont celles de la France. Donc nous devons être à l'écoute et c'est évidemment mon rôle et c'est ce que fait aussi bien sûr au quotidien le ministre de l'Agriculture. Et parmi les modèles encouragés par le gouvernement, le GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. Chaque année, il s'en développe de plus en plus. Un partage du risque, mais avant tout du travail. Tout est neuf. On est reparti dans nos projets par rapport au bien-être animal et au bien-être humain aussi. Parce qu'on y est tous les jours dedans, 365 jours par an. Et donc ça nous permet aussi de pouvoir dégager, on se prend 4 semaines de vacances chacun. Et de travailler beaucoup plus à l'aise, quoi.
Ici, ils sont 4 pour 430 bêtes. Leur union leur a permis de nombreux investissements. Alimentation robotisée, salle de traite rotative ou encore cette pailleuse. Ça vous dégage du temps parce que si vous voulez pendant 3 semaines au départ, elle n'était pas montée. Et pour pailler, il fallait 3 personnes pendant 1 heure. Là aujourd'hui, vous payez tous les animaux en un quart d'heure à une personne. Voilà, donc automatiquement, tout le temps dégagé permet de faire autre chose. Pas des vacances. Permet de faire autre chose pour économiquement être mieux. L'addition de leur budget leur a également permis de faire des investissements écologiques. Aujourd'hui, 23% des agriculteurs ont fait le choix de s'associer. Alors on voit bien, hein, ça reprend un peu la conversation que nous avions juste avant. La qualité, c'est aussi lié évidemment au mode d'élevage, à la façon dont on produit, dont on est organisé. Question d'un téléspectateur de C'est dans l'air, question SMS. Nos petites exploitations agricoles sont-elles encore compétitives, sous-entendu pour faire aussi de la qualité, face aux usines développées dans l'Union européenne? Non, la réponse est dans la question. À l'évidence, une industrie, elle a une productivité qui est supérieure. Il y a encore peut-être en France trop d'exploitations de petite taille, mais dans le calcul du prix de la viande, dans la chaîne de valeur de la viande, chacun a ses responsabilités. Et il y a aussi la responsabilité des éleveurs eux-mêmes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, par tradition politique en France, les éleveurs ne se sont pas intéressés à leurs produits dès lors qu'ils quittaient la ferme. C'est-à-dire qu'ils ont vendu, comme on dit, du minerai, alors qu'il fallait introduire du marketing et qu'ils étaient, eux d'ailleurs, les mieux placés pour parler de leur métier, de la qualité de l'élevage notamment et de la qualité du produit. Il y a aussi une responsabilité des intermédiaires, des industriels et des abattoirs. En France, les coûts de production dans les abattoirs sont élevés, le nombre d'abattoirs s'est réduit d'ailleurs, il y a des situations de monopole et ça fait monter les prix. Il y a une responsabilité de la grande distribution, mais je pense très honnêtement que ça n'est pas le principal coupable. En réalité, quand on regarde le compte d'exploitation d'un supermarché, c'est pas sur la viande que les distributeurs gagnent de l'argent. Et puis, pardon de le dire, mais il y a notre responsabilité à nous aussi. Nos parents, Thierry, consacraient 30% de leur budget à s'alimenter. Aujourd'hui, nous consacrons 12% de notre budget à nous alimenter, parce qu'il y a d'autres dépenses qui sont apparues. Donc, je veux dire, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Quand on achète des prix, on ne peut pas en même temps rêver d'une viande mature, d'une belle salaire de 11 ans qui a été élevée dans la tradition. Je voudrais comprendre d'abord, sur la façon, vous dites, responsabilité des agriculteurs. Autrefois, quand même, enfin, les marchands à bestiaux, ils achetaient et ils négociaient un prix avec l'agriculteur. Pourquoi est-ce que l'agriculture aujourd'hui ne négocie plus son prix? Alors, ils négocient leur prix, mais c'est la structure de marché qui a changé. 85% de la distribution alimentaire en France passe par les grandes et moyennes surfaces. Donc, on est face en réalité à des mastodontes, à des entreprises de distribution qui ont ce que les économistes appellent le pouvoir de marché, parce que c'est elles qui parlent au consommateur final. Et donc, elles règlent le prix en amont et plutôt en leur faveur. Mais alors, Pierre Inard, attendez, expliquez-nous pourquoi et comment se fabrique le prix, pourquoi l'agriculteur ne le négocie plus comme autrefois, il ne ramène pas sa vache ou ses vaches. Aujourd'hui, l'éleveur a été totalement dépossédé de la fixation du prix. C'est-à-dire que c'est l'industriel qui fixe le prix pour le compte de l'agriculteur. Sa vache monte dans le camion de bestiaux pour destination l'abattoir. Ouais. Il ne s'est pas entendu sur un prix, c'est-à-dire qu'il ne sait pas à quel prix elle va être payée. Et c'est finalement l'industriel en fin de semaine qui va fixer le prix. L'abattoir. Oui. Mais le problème, c'est qu'il est jugé parti, c'est-à-dire que c'est son salarié donc qui est agréé pour faire le classement de la carcasse. Pour dire le prix de la carcasse. Oui, mais une fois qu'elle est au crochet, pendue, abattue, donc finalement il ne peut pas dire je suis pas d'accord, je la ramène puisqu'elle elle a été dépecée, elle est en chambre froide. Donc il ne peut absolument pas la récupérer. Donc il la laisse partir même si ce n'est pas le prix qu'il voulait. Voilà, il est pieds et mains liés, c'est l'industriel qui fixe le prix, et en plus il lui enverra le chèque, mais 21 jours après. À l'époque, mon père, mon grand-père, ils allaient faire les marchés. S'ils ne s'entendaient pas avec le marchand ou avec le boucher qui venait et qui disait « Tiens, cette vache-là, bien grasse, elle m'intéresse », eh bien, il la ramenait à la ferme, il la remettait au pâturage, il la remettait au marché, le marché suivant. Donc vous voyez que ça a complètement changé. L'agriculteur s'est fait déposséder. Mais aujourd'hui, M. Perry disait il faut, au niveau de l'agriculteur,
utiliser le marketing pour valoriser. Non, ce qu'il faut, c'est qu'il aille chercher de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est pas du marketing, c'est une différenciation réelle par la qualité du produit. Sinon, le reste, c'est de la poudre aux yeux. La grande distribution ne travaille que là-dessus, sur des faux labels. Ce qu'il faut, c'est créer vraiment une différenciation, comme je fais moi avec les éleveurs qui nous ont regroupés sur le bœuf d'herbe, où on engraisse nos animaux qu'à l'herbe. Et effectivement, là, on fait une valeur ajoutée réelle, qui est reconnue par le consommateur, parce qu'on envoie directement à des consommateurs des grands centres urbains partout en France, et on leur vend pas plus cher que la grande distribution. Sauf que c'est une qualité qui n'a rien à voir. Expliquez-nous ce que c'est que votre bœuf d'herbe. Ça fait rêver, mais on a envie de comprendre ce que c'est. Alors, on imagine que vous l'élevez à l'herbe. C'est ce que physiologiquement la nature a fait de mieux. C'est-à-dire que la vache, c'est un herbivore, et elle est faite pour consommer de l'herbe. D'ailleurs, elle a plusieurs estomacs pour ça. Elle rumine pour ça, parce qu'elle sait sortir toute l'énergie de l'herbe que l'homme ne sait pas digérer de l'herbe. Donc on ne peut pas se nourrir d'herbe. La vache peut. Et elle fait des protéines de très haute qualité. Donc la différence là, c'est que sur de l'engraissement et nourrir exclusivement à l'herbe, vous donnez une structure à la viande. La vache va faire remonter les micronutriments essentiels, les acides gras indispensables à la vie qu'on ne sait pas synthétiser, nous, en tant qu'êtres humains. On n'a pas l'estomac pour ça. Non. Donc on les trouve ou dans les poissons sauvages, donc par le phytoplancton, ou par l'herbe, mais elle ne doit pas avoir reçu d'engrais chimiques, sinon ça dilue les oméga 3 et ça les fait fuir. Et donc, il faut que ce soit des prairies multi-espèces, donc c'est vraiment la grande biodiversité des légumineuses, des graminées, qui poussent sans engrais chimiques, c'est-à-dire que c'est le trèfle et les nodosités qui fixent l'azote de l'air gratuitement, le fixent au sol. C'est de l'azote très stable qui ne pollue pas. Les vaches consomment donc cette herbe-là au pâturage l'été, l'hiver en foin ou en enrubanage. C'est exclusivement d'herbe et ça vous fait une viande persillée, comme vous disiez, qui a de la structure, c'est-à-dire il faut mâcher parce que effectivement c'est pas de la bouillie, mais ça vous amène tous les acides gras, c'est-à-dire moi je suis scientifique, ça fait 10 ans qu'on fait de la recherche sur ces viandes-là. Les viandes produites à l'herbe, elles concentrent les oméga 3, les acides gras indispensables. Il y en a 3 fois plus qu'une viande ordinaire qui a été intensive et qui a été nourrie qu'au maïs en silage. Alors, justement, 2 questions. Je ne fais pas le faux naïf, mais moi je pensais qu'à peu près toutes les vaches ou tous les bœufs qui étaient élevés en France aujourd'hui étaient globalement aussi à un moment donné dans le pré et élevés de cette façon. Première question, ce n'est pas le cas. Deuxième question, comment vous faites pour que ce soit rentable? Alors, ce n'est rentable, on va rejoindre l'économiste, parce que là-dessus, vous avez totalement raison, il faut ramener de la valeur ajoutée. Ramener de la valeur ajoutée, ça veut dire qu'il faut couper les maillons de la chaîne qui partent avec la valeur ajoutée de l'éleveur. Qui prennent votre marge, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai supprimé les intermédiaires, et par la filière le bœuf d'herbe, les agriculteurs se sont structurés pour que la valeur ajoutée, qui est acceptée par le consommateur, qui ne paie pas plus cher qu'une barquette de lambda, qui n'a aucune garantie, qui sait que c'est nourri avec des aliments qui viennent de l'autre bout de la planète, les animaux sont élevés dans de mauvaises conditions, et nous, au même prix, on arrive à lui livrer en centre-ville une viande d'herbe d'exception. Ok, alors, il y a juste un problème logistique. Est-ce que ce modèle que vient de nous décrire Pierre Inard et qui fait rêver, parce que la vache qui mange du trèfle, on se dit qu'on est proche de la réalité de la nature, est-ce que pour autant c'est faisable à plus grande échelle et est-ce que ça peut permettre de nourrir en effet les 65 millions de Français, les 80 millions d'Allemands, etc. etc. D'abord, effectivement, les Français consomment environ 65 kilos de viande par an. 86. Bon, moi j'ai 65, il y a des sources différentes. Vous voyez, il y a des chiffres d'ailleurs différents. Selon qu'on regarde les organisations internationales, on voit qu'aux États-Unis c'est 85 ou 115, ça dépend en réalité. Mais enfin, on consomme beaucoup de viande. Ce que je veux dire, et ces chiffres dans tous les cas ont un sens, c'est que avec ce modèle, on ne peut pas nourrir l'humanité dans son ensemble. Si l'humanité veut consommer de la viande, alors il faut en manger moins, mais de meilleure qualité. C'est toute ma réponse, c'est ça. Au stade où on en est, regardez par exemple ce qui se passe en Chine. Il y a 25 ans, un Chinois mangeait 15 kilos de viande par an. Il en consomme aujourd'hui entre 45 et 50 kilos, parce qu'en accédant à des niveaux de confort élevés, enfin un statut socio-économique qui est proche du nôtre, les Chinois changent aussi leur modèle alimentaire. Je suis d'accord sur la standardisation des goûts. Vous trouvez partout dans le monde aujourd'hui des hamburgers, des salades de tomates mozzarella, même en plein hiver. Donc il y a une standardisation et ça a une influence.
Oui, ça a une influence sur le modèle économique. Mais ce modèle-là, il a évidemment beaucoup de vertus. En même temps, vous voyez les difficultés qu'on a à vendre dans des circuits courts aux écoles. Vous voyez, la commande publique. Pourtant, le gouvernement envoie des signaux dans ce sens-là. Il dit, voilà, il faudrait que les écoles consomment en France des produits locaux. Mais il envoie plein de signaux contraires. Oui, mais les signaux ne vont pas tous dans le même temps. Deux, il y a le problème de la maîtrise de la logistique. C'est-à-dire que nous sommes dans des métiers où la vraie valeur, la valeur marchande aujourd'hui, se situe dans le domaine logistique. Au fond, vous avez raison, le minerai n'est pas acheté suffisamment cher. C'est tout ce qui se passe entre la sortie de la ferme. Minerai, c'est la viande, hein, c'est la viande. La matière première, plutôt. Parce que là, c'est pas un minerai. Oui, c'est la matière première. C'est une matière première noble. Entre la matière première, ce qui se passe entre la matière première, la sortie de la ferme, si vous voulez, et l'arrivée sur l'assiette. C'est là, en réalité, qu'il y a des centres de dépenses importants. Emmanuel Rubin, sur cette question, est-ce qu'on peut arriver à produire de façon aussi idéale? On peut y arriver de plus en plus. Mais massivement? Mais massivement, non. Ça sera difficile. On peut progresser. Il y aura certainement des filières vertueuses aujourd'hui, mais on n'y arrivera pas. C'est pas possible d'ailleurs. Ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui disent est-ce qu'on veut accepter de regarder la situation en face? C'est qu'en vérité, c'est horrible parce que ça va renvoyer à un mot que personne ne veut entendre. C'est qu'on crée quelque part une alimentation à deux niveaux, quasiment une lutte des classes. Il y aura aujourd'hui une viande qui coûtera plus cher, vertueuse, de qualité, pour des gens qui savent d'ailleurs, et qui coûtera un certain prix. Et puis à côté de ça, eh bien, il y aura une viande de moins bonne qualité, beaucoup plus productiviste. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est qu'en France, on commence à peine à redevenir des éleveurs, de retrouver des éleveurs de qualité, que dans le même temps, on n'a pas une boucherie, enfin un élevage productif, intensif, où on se fait tailler des croupières par le monde entier, parce qu'on n'est pas en ordre de marche, on n'est pas structuré. Donc on n'a ni l'un ni l'autre. Alors on va voir justement, en passant par l'endroit où est vendue la viande, c'est-à-dire par la boucherie, soit de grande distribution, soit de la boucherie de petit commerce, comment la qualité est traitée. Allons-y, vous allez voir avec la façon dont la viande est distribuée en France. Eh bien oui, il y a de moins en moins de boucheries traditionnelles. La viande vendue dans les boucheries de petits commerces fait 3 fois moins de volume que celle vendue dans la grande distribution. Et pourtant, on manque de bouchers en France. Alors, ceux qui restent ont choisi, vous allez le voir, l'exigence, la grande qualité. Regardez ce reportage de Sophie Lançon et Joël Lefebvre chez un boucher qui vend aussi bien de la bonne charolaise que du bon Black Angus écossais ou du Kobe japonais. Reportage donc dans un instant. On a déjà goûté l'Argentine, l'Uruguay, et on hésitait entre la Black Angus ou la Cimental. Disons que celle-ci arrive directement des États-Unis. Ouais. Elle est sous vide, donc elle est maturée quand même 5 semaines minimum. Okay. Et la Cimental est maturée sur os. Ça arrive directement en carcasse dans le frigo. Bon, allez, on va prendre celle-là. Des conseils précis pour des clients connaisseurs. Cette boucherie ne vend que du très haut de gamme et des produits rares. Sélection française, mais pas seulement. De la viande du Japon, d'Argentine, d'Australie, des 4 coins du monde, très recherchée. Et ces consommateurs aiguisés sont prêts à payer le prix fort, de temps en temps, pour une occasion spéciale. Si vous allez dans n'importe quel restaurant, un morceau de viande de cette qualité et de ce poids, ce sera forcément beaucoup plus cher. Donc autant venir chez le boucher, le prendre ici, on a les conseils en plus de l'artisan et on peut le faire chez soi presque aussi bien que dans un restaurant. Et enfin, je vous défie de trouver ce genre de produit dans un restaurant à ce tarif-là. Hein. Les bouchers Metzger, une histoire de famille sur 4 générations avec une obsession, la qualité à tout prix. C'est un écrin à viande, on y met toutes les meilleures charcuteries et toutes les meilleures boucheries qui font l'ADN de la maison Metzger en général. Et son secret en coulisses, garantir la traçabilité de ses produits, puis laisser rassir sa viande, lui faire atteindre la maturation parfaite. 9 juin, 6 juillet, 13 juillet, 17 juillet, tout est tracé, il y a les étiquettes. Et là vous allez voir que c'est de la viande qui est beaucoup plus grasse, qui a une enveloppe bien plus développée. C'est la viande qui sèche, donc on fait des prélèvements, vous voyez, comme on couperait un fromage, on coupe pour voir l'état de la viande. Des bêtes choisies pour la plupart vivantes, souvent des animaux primés dans les concours. C'est un peu atypique, hein, ça représente qu'un très faible pourcentage de la viande qui est consommée en France, puisque dans la boucherie, on est quelques confrères à faire ce genre de travail, mais on est vraiment que dans le très très haut de gamme. Une niche pour se distinguer, car c'est la grande distribution qui a la cote. 54% de la viande en France y est consommée,
contre 31% via la restauration et 15% seulement dans les boucheries. Mais si la recette de Franck Metzger fonctionne, c'est parce que sa maison mère est à Rungis, plaque tournante, plus grand marché mondial. Une société de grossistes qui fournit grands hôtels et chefs étoilés en France et à l'étranger. Sur place, c'est son frère Olivier qui s'occupe des stocks. Ça pour les restaurants, ça va être impeccable. Hein. C'est jeune. Ah. C'est de la viande mûre. Ouais. Et puis c'est une bonne race, c'est de la limousine. C'est de la limousine. L'entreprise Frères Metzger, une affaire qui tourne depuis 20 ans, 25 salariés et même un chiffre d'affaires en hausse de 18% l'an dernier. Mais Olivier Metzger compte bien faire encore grandir son commerce. Et pour ça, il parie sur une évolution des recettes, un éventail plus large où tous les morceaux seraient utilisés. Le dos, qui est la partie première de la restauration, elle est petite, c'est 15% de la somme globale du poids global de l'animal. Les restaurateurs n'aiment pas mettre un steak dans l'assiette ou mettre une blanquette. Ils mettent des côtes de veau, ils mettent du filet mignon. Donc on est habitué trop aux gens à travailler que dans le milieu. Donc la valorisation du produit viendra aussi du savoir-faire qu'on peut leur apporter à être mieux formés à travailler sur d'autres pièces. Francis Faucher est un confrère, lui aussi grossiste. Le haut de gamme représente 70% de ses ventes. Un plus pour essayer de dégager des marges. Depuis, je dirais, une quinzaine d'années aujourd'hui, on arrive à faire des comptes qui sont à l'équilibre, ce qui est déjà pas mal, puisqu'on arrive à perdurer dans nos entreprises. On a essayé d'assurer la pérennité. Maintenant, on sait très bien qu'on ne fera jamais fortune dans ces métiers-là. La boucherie traditionnelle, l'un des 15 métiers en France qui a le plus de difficultés à embaucher selon Pôle emploi. Et pourtant la filière l'assure, elle a des besoins, 4000 postes à pourvoir. Vous voyez que ça illustre bien la conversation qu'on avait il y a quelques instants sur la distribution, sur la qualité. Question d'un téléspectateur de C'est dans l'air. Mon boucher qui fait la tournée m'apporte à la maison de la viande extra et moins cher qu'au supermarché. Dites-le et redites-le. Docteur, vous êtes assez d'accord avec ça, vous? Je suis complètement d'accord. Tout dépend alors des morceaux, de la façon dont travaille le boucher, évidemment. Mais on trouve... manger, c'est un plaisir. Et donc c'est un vrai problème de goût. Et les vraies viandes et les vrais goûts, je pense qu'on les trouve chez les vrais bouchers. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire à partir de 6 mois, on commence à donner à l'enfant de la bonne viande, du bon tartare. Je ne parle pas de steak haché, c'est-à-dire il prend sa viande, il l'a fait devant nous, il a choisi. Et c'est la qualité. Et je pense qu'on est dans un monde où tout est trop facile et où tout va trop vite. Mais c'est vraiment important. Moins, parce qu'effectivement, ça peut être plus cher et encore, mais mieux. Et puis, moi, je vois travailler mon boucher. Il est là à 6 h le matin, il est là jusqu'à 9 h le soir. Il aime ce qu'il fait et il aime les gens avec qui... Et c'est pas forcément, donc, comme le souligne ce téléspectateur, plus cher qu'ailleurs. Non. Enfin, tout dépend, encore une fois. Mon boucher de proximité, j'y vais vraiment souvent, il me fait des prix. C'est-à-dire, si on est des bons consommateurs, je pense que si on peut s'organiser et qu'on peut avoir les bonnes choses au bon prix. Emmanuel Rubin, c'était assez savoureux de voir que ce boucher nous expliquait qu'une viande, ça se travaille avant de la vendre, ça s'affine, ça se fait... Ça se mature. C'est ce qu'il explique. Il va travailler sa viande. On voit qu'il travaille des carcasses. C'est-à-dire qu'il est intéressant parce qu'il parle aussi de toutes les parties de la viande. Aujourd'hui, on a trop poussé les gens à manger que des parties nobles, en oubliant qu'un bœuf ou un veau, il y avait tout un tas de parties qu'on appelait d'ailleurs les parties moins nobles avant, mais qui sont très goûteuses. Ça fait des cuisiner d'une certaine manière. C'est aussi ce qui a rentré dans la composition des pot au feu. On a oublié tout ça. Comme la joue de bœuf, par exemple. Comme la joue de bœuf. Donc du coup, on ne mange que les mêmes viandes et on fout en l'air plein de carcasses. Ouais. Mais alors, est-ce que vous vendez à ce type de boucher, par exemple, et comment ça s'organise? Qui gagne? Parce que là, on voit un boucher qui est assez opulent parce qu'il fait tout un travail depuis des années, 25 salariés, peut-être pas toutes les boucheries, mais alors ce sont plutôt les bouchers qui gagnent au bout du compte à la vente, ou vous aussi sur votre... Comment ça se passe? Où sont les marges de gain quand on fait ce métier, qu'on fabrique de la viande et qu'on la vend? Mais disons que producteur et boucher, ça ne s'oppose pas. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vois, moi, avec la sortie de mon livre Omerta sur la viande, j'ai été contacté par énormément de bouchers. Alors j'ai été quand même un peu surpris, parce que c'est vrai que je savais, moi, que mon livre et le travail que je fais, le combat que je mène, ne nuit absolument pas à tous les gens qui travaillent de la qualité. Et comme ils ont un vrai savoir-faire et qui se distinguent par le savoir-faire, je sais pertinemment que par rapport à des éleveurs qui font de la vente directe, un boucher ne vend pas le même service. C'est-à-dire, nous, on permet à des gens urbains de pouvoir accéder à des viandes
d'exception au niveau conditions d'élevage et mode d'alimentation avec des résultats, c'est-à-dire 3 fois plus d'oméga 3, prouvés, mais on ne sait pas faire de détails. Ah oui. C'est-à-dire que moi, j'envoie 5 kilos, j'envoie 10 kilos. C'est des viandes. Directement au consommateur. Voilà, elles sont élaborées et tout, c'est pratique. Mais par contre, c'est pas du travail sur mesure. Comme avec pas affiné maîtrise. chez le boucher. Ah non, mais ça remplacera jamais la boucherie. C'est vraiment 2 métiers complémentaires, l'un à côté de l'autre. Et c'est vraiment louable. Et ils savent, eux, valoriser donc complètement des carcasses et des animaux que je vais produire. Et c'est pour ça que je suis sollicité, je voyais même par un très reconnu boucher belge, qui m'a demandé si je pouvais lui fournir des animaux exclusivement en graisse à l'herbe. Oui, mais alors, ça veut bien dire, Pascal Perry, qu'il y a une capacité quand même à réorganiser les circuits de distribution pour monter vers la qualité quand même. C'est vrai, mais il ne faut pas se cacher non plus qu'il y a 2 marchés. Et ça, c'est une situation idéale. Et ce que non, mais aujourd'hui, il y a 2 marchés. Ouais, c'est une logique de montée en gamme qui joue sur les qualités d'élevage, sur vos compétences, etc. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon sens, les agriculteurs n'ont pas suffisamment incorporé leurs compétences, leur savoir-faire, et qu'ils n'ont pas transmis ce goût aux consommateurs. Certains, en tout cas. Mais il y a 2 marchés. En France, comme pour tout d'ailleurs, vous avez un marché qui est totalement orienté par le prix. Et on peut raconter tout ce qu'on veut, mais il y a des gens. Non, mais il y a en France, vous savez, le salaire médian, c'est 1 560 €. Ça veut dire qu'il y a la moitié des gens en France, salariés, qui gagnent moins de 1 560 €. Donc, vous connaissez le coût de la vie. Vous savez qu'il y a des dépenses obligatoires, des dépenses contraintes, et que finalement, le budget alimentaire, c'est souvent le budget d'ajustement. Et donc, eux, ils ont besoin d'acheter des prix. Et moi, je défends l'idée que en France, il n'y aurait pas d'un côté, si vous voulez, la filière allemande pour produire des produits de mauvaise qualité, de l'autre côté, les produits de qualité du Massif central. Il faut qu'on soit capable, en France, de se dire un certain nombre de choses. Il faut qu'on fasse, moi je dis qu'il faut qu'on fasse la ferme des 1000 vaches. Ah bon, vous voulez que la ferme des 1000 vaches, très controversée. Mais il n'en faut pas une, il en faut plusieurs, parce qu'il y a des consommateurs pour acheter ces produits. C'est comme ça. Il n'y a pas de bien et de mal dans le domaine de la consommation. Il y a des gens qui ont une certaine capacité contributive. Ça fait de la vache folle. Mais c'est une hérésie. Ça ne fait pas de la vache folle. Ça fait une vache, un produit qui est sûr sur le plan d'hygiène, qui est probablement très médiocre sur le plan du goût. Et à côté de ça, il y a d'autres produits. Et entre-temps, mais c'est incompatible avec le développement durable. Je vais vous laisser répondre. Cher ami éleveur, entre-temps, on va chacun prendre du temps pour essayer d'expliquer aux consommateurs quels sont les enjeux de sa consommation alimentaire. Mais vous savez, il n'y aura pas de grand soir de la viande comme il n'y a pas de grand soir de la consommation. Il faut prendre son bâton de pèlerin, il faut expliquer, il faut éduquer, il faut créer des conditions pour que les consommateurs aient envie de vos produits. Pourquoi vous dites que ce modèle proposé par Pascal Perry, qui est en gros, d'une part, pour faire du pas cher, des fermes de 1000 vaches, d'autre part, de la très grande qualité, pourquoi vous dites que c'est une hérésie ? Parce que c'est la vision économique pure et dure d'un système matérialiste, c'est-à-dire qui défend qu'il y a forcément une agriculture à 2 vitesses et donc de l'élevage à 2 vitesses et de la viande à 2 vitesses, c'est-à-dire du produit pas cher, industriel et polluant, et puis du haut de gamme pour les bobos. Ça, c'est juste impossible. À terme, dans la durée. Ouais. Je suis scientifique, je suis agronome. Pourquoi ? C'est incompatible avec la conférence sur le climat 2015. La France s'enorgueillit de l'accueillir. Mais arrêtons d'être dupes. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on renvoie tous les pays et on dit on ne fait rien, on pollue, on augmente les gaz à effet de serre. C'est incompatible sur le plan scientifique. Est-ce que, si on va au bout de votre logique, on finit pas parce qu'il y a le besoin de répondre... Aller plus vite dans le mur. Non. Est-ce qu'on finit pas par arrêter de produire de la viande, finalement, en quantité suffisante pour tout le monde ? C'est le résultat. De toute façon, si on prend en considération les gaz à effet de serre, la réduction de la température du dérèglement climatique, on sera contraint. On n'a pas 3 planètes pour partir faire de la culture intensive sur d'autres planètes. On a une seule planète. Eh bien, si on voulait avoir coller aux Indiens, aux Chinois, le même mode alimentaire que les Français et les Américains, il nous manque 2 planètes. Ils y viennent. Hein. Mais oui, mais c'est juste pas possible. Il manque 2 planètes. Attendez, ça veut dire que c'est la guerre. Vous voulez dire que le fait que les Brésiliens, les Chinois, les Indiens commencent à manger beaucoup, intensivement, et produire intensivement de la viande, c'est dangereux pour la planète. C'est un climat de guerre. C'est-à-dire que où on nourrit les cochons avec les céréales, ou on nourrit les humains. Aujourd'hui, moi je suis scientifique. Je vous fais la démonstration, d'ailleurs c'est dans mon livre Omerta sur la viande, tous les scientifiques sont d'accord là-dessus. Pour faire une protéine animale, il faut 7
protéines végétales. Et pour faire une calorie animale, il faut 9 à 10 calories végétales. C'est un gaspillage monumental. Oui. Moi, la différence, c'est quand on utilise les animaux comme les bovins, qui sont des herbivores, à ne consommer que de l'herbe, c'est-à-dire les prébats, les marais. C'est des herbes que l'homme ne sait pas consommer, ne sait pas transformer. Là, l'animal est idéal. Dites-moi, quand je vous entends, je me dis que vous-même, un jour, si on doit considérer que la viande c'est une menace, même vous allez devoir changer de métier. Non, parce que ici, transformer l'herbe des marais en protéines nobles, c'est noble. Et on entretient des surfaces de prairies qui sont... qu'il y ait de la viande pour riches. Non, là, c'est des puits à carbone. Et je vous ai fait la démonstration qu'on est capable de faire de la viande accessible, moins chère que la grande surface. Mais vous ne produirez pas assez pour tout le monde. Non, mais le débat, il est qu'il faut essaimer ça partout dans le monde, donner aux petits producteurs de tous les pays de pouvoir s'auto-alimenter. D'accord. Il faut revoir la politique agricole commune, c'est-à-dire arrêter de donner les subventions aux surfaces qui provoquent les fermes de 1000 vaches, c'est-à-dire plus vous allez grand, plus vous recevez de subventions. Et il faut savoir que 80% des subventions européennes sont touchées par 20% des agriculteurs. C'est une honte, c'est antidémocratique, c'est tout ce qu'on veut. Moi, je vois... Il faut casser ça. Je vois dans votre raisonnement, juste d'un mot, un problème de méthodologie. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout aux perspectives punitives. Je comprends parfaitement ce que vous dites et sur le fond... Attendez, chacun son tour. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce que vous dites, je comprends ce que vous dites, mais je pense que la façon dont vous l'exprimez est contre-productive. Comment allez-vous expliquer aux Chinois, en particulier, que nous avons consommé la bougie par les deux bouts et que pendant très longtemps nous avons pollué, mangé beaucoup de viande, mais que finalement ça leur est interdit? Deuxièmement, la logique dans laquelle vous vous engagez est une logique qui visera à interdire en France, parce que les autres ne le feront pas en Europe, l'élevage de caractère productif. Et donc finalement, nous aurons perdu sur les deux tableaux. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on aura perdu d'abord la viande française, on aura perdu les emplois qui vont avec, mais on n'aura pas gagné le match parce qu'en réalité, on trouvera toujours de la mauvaise viande. Le match est déjà perdu. Mais moi, je pense pas. Je pense pas que le match soit perdu. Et je pense que la pédagogie est un outil extrêmement puissant que le monde agricole n'a pas encore déployé. Et peut-être que votre responsabilité d'éleveur, c'est précisément de faire ça. Mais je l'ai justement relevé, ma responsabilité d'éleveur. J'appartiens à ceux qui ont passé 15 ans à convertir le système grande distribution. Je me suis aperçu que ce système-là ne pouvait absolument pas être converti vers du durable et vers de l'équitable, parce qu'ils s'en servent juste comme poudre aux yeux, et que ce système-là, il faut juste qu'il soit réformé. D'où la nécessité pour les éleveurs de tous les pays, ça ne s'adresse pas qu'aux Français, qui reprennent leur avenir en main, qui se mutualisent, qui se regroupent et qui fassent des circuits courts de vente directe vers les consommateurs. Est-ce que, Pascal Perry, cette lutte qu'on voit assez prégnante, très forte, entre les différents types d'élevage, d'éleveurs, dont on voit la légitimité et les ambitions, est-ce qu'elle va durer longtemps ou est-ce que, au contraire, finalement, on va voir arriver des élevages intensifs en quantité qui tueront les petits et Non, d'abord, je crois qu'en France, il y a toujours une agriculture raisonnée, un élevage raisonné. Moi, je ne suis pas d'accord avec le tableau que vous brossez. C'est vrai qu'il y a des usines à viande et qu'on produit de mauvaise viande en France, comme on le fait aux États-Unis, comme les Brésiliens le font. C'est des problèmes extrêmement complexes. Vous savez qu'on importe en réalité en Europe. On importe en Europe, non mais c'est pas l'avenir, je suis d'accord, en Europe, au port de Rotterdam, du poulet brésilien javelisé à 1 € le kilo. Comment voulez-vous lutter quand vous faites des produits de bonne qualité? Bon, le protectionnisme alimentaire n'est pas un sujet tout à fait idiot. Mais je crois qu'il y a en France, malgré tout, tendanciellement, une montée en gamme des producteurs. Pourquoi? Parce que moi, il y a une chose dans laquelle je crois, c'est la demande. Et la demande, vous savez, c'est les consommateurs, c'est le marché. Les consommateurs sont en train de revenir à des choses plus raisonnables, parce qu'en réalité, ils en ont assez de mal consommer. Ils savent très bien que la mauvaise consommation, elle génère aussi des dégâts collatéraux. On parle d'externalités négatives, mais c'est 7 milliards pratiquement d'euros dans le domaine de la santé publique. Ils le voient. C'est quoi l'externalité négative? Les externalités négatives, c'est les conséquences négatives d'une politique. C'est-à-dire, vous allez chercher des produits à l'autre bout du monde. Bon, ça a des
des conséquences pour votre santé, ça a des conséquences pour l'environnement, tout ça, les économistes le mesurent. Mais en France, les éleveurs sont en train de monter en gamme. Emmanuel Robien ? Oui, c'est vrai que les éleveurs sont en train de monter en gamme. Maintenant, je suis d'accord quand même beaucoup avec notre ami économiste. Il faut être un peu dans la réelle politique. C'est vrai que ça progresse en France. Il y a des filières de plus en plus courtes qui sont certainement l'avenir au niveau de la qualité, du durable. Ça n'évitera pas une boucherie de classe. Il faudra être éduqué et avoir les moyens pour cela. Et dans le même temps, c'est tout le problème des éleveurs aujourd'hui. Si on veut défendre, et les éleveurs demandent à ce qu'on défende la viande française. Mais là, ils nous parlent d'une viande quand même très productiviste. Et ça, les éleveurs sont très fiers de dire on nourrit le monde. Mais vous avez raison, de près ou de loin, il va falloir le nourrir et ce ne sera pas avec vos filières, ce sera impossible techniquement. Mais si, mais attendez, même l'ONU, Olivier de Schutter, qui est le rapporteur... je vais vous dire, vous avez raison. Sauf à changer les mentalités. Pour pouvoir que votre système dure et marche, il faut que les gens mangent nettement moins de viande. S'ils mangent moins de viande, alors peut-être qu'on arrivera à perdurer ces filières. Si on continue d'en manger autant, c'est pas possible. Il y aura une viande productiviste. Et pour que les Français soient en ordre de marche, les éleveurs qui demandent ce qu'on vient acheter français, il faut qu'ils soient en phase avec le reste du monde. Alors ne vous inquiétez pas, on va poursuivre ce débat, vous allez voir. Mais justement, on en est pile à la question de la façon dont on mange ou pas, et si on doit manger plus ou moins de viande, parce que depuis de nombreuses années en France, eh bien, on en mange de moins en moins, et il y a cette nouvelle tendance du végétarisme. Ceux qui choisissent, les végétariens, de ne plus manger ou très peu manger de viande. De plus en plus de Français sont tentés par ce mode de vie. En 25 ans, on a vendu 20% de viande en moins en France, et une des raisons de cette tendance, c'est la publication d'études scientifiques qui trouvent que c'est assez mauvais pour notre santé de manger de la viande, et beaucoup de viande en tout cas. Reportage Marie Buriot, David Lemarchand. Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je voulais un burger, oui. Mais je ne sais pas ce que c'est la différence entre grillé, chicken, vegan. Alors le grillé, c'est un burger qui ressemble un peu au kefta. D'accord. Voilà. Le chicken, ça ressemble au poulet. Ouais. Et le vegan, c'est pour les végétaliens spécialement. D'accord. Et vous avez le droit de le manger aussi. Ouais. Dans ce commerce un peu particulier, on ne sert pas de burger classique. Cela y ressemble, mais dans ces steaks, aucune trace de viande. On utilise seulement des produits d'origine végétale. C'est un mélange de différentes farines, compactées à moins 30 degrés, ce qui donne un peu la texture de la viande. Et le goût, c'est des champignons, des choses comme ça qui lui donnent quoi. Tout est fait ici pour amener les flexitariens, ceux qui hésitent encore à faire une croix définitive sur la viande, à se convertir. Là, nous avons par exemple ici des émincés de poulet. Alors, c'est poulet entre guillemets, bien sûr. Ce n'est pas du poulet, mais si vous voulez faire une salade ou des produits de type wrap avec ces émincés de poulet, vous allez garder exactement le goût et la consistance du poulet. Dans les rayons de cette boucherie végétarienne, on trouve de fausses escalopes, du faux jambon, de fausses saucisses, de quoi cuisiner une assiette carnivore tout en changeant de régime alimentaire. Et souvent, malheureusement, on a associé à tort un régime végétarien avec quelque chose de triste. Or là, vous avez des possibilités de pouvoir manger des choses comme des burgers, comme des nuggets, des choses aussi qui plaisent aux enfants et qui sont donc totalement saines et végétariennes. Le marché végétarien est en plein essor car les Français se détournent de la viande. Depuis 25 ans, sa consommation a baissé de presque 20%. En cause, principalement l'augmentation des prix et les divers scandales sanitaires qu'a connus la filière. La transition vers le végétarisme, Alexandra l'a opérée il y a 3 ans et demi, d'abord par conviction personnelle. Il y a une importance que ce soit éthique et en même temps ça corrobore avec le fait qu'on puisse être en bonne santé et on a juste à changer des habitudes alimentaires en fait. Elle est même devenue végétalienne, elle ne consomme plus du tout de produits issus des animaux, quels qu'ils soient. Pas de viande bien sûr, pas de poisson, mais pas non plus de miel ou de lait. Pour elle, le bénéfice sur sa santé est non négligeable. On se sent mieux, on est moins fatigué, ma peau est moins irritée aussi. Il y a beaucoup de choses qui... c'est une forme générale qui est mieux, on se sent plus éclatant quelque part. Vous avez un suivi médical qui est un peu plus... Non, même pas, j'ai pas eu besoin en fait. Parce qu'à partir du moment où on mange de tout comme avant, finalement, il n'y a pas de carence qui se génère non plus. On peut mal manger quel que soit le régime en fait. Selon une étude réalisée par des médecins américains à échelle mondiale, les régimes végétariens sont en lien avec une baisse de la mortalité en général.
Une consommation excessive de viande peut entraîner certaines maladies cardiovasculaires et cancers colorectaux. Notre tube digestif sont beaucoup plus proches des herbivores que les carnivores. L'homme, contrairement à d'autres animaux comme par exemple le chat, l'homme n'est pas un vrai carnivore. Lorsqu'un chat consomme beaucoup de viande, son taux de cholestérol ne bouge pas. Alors que lorsqu'un être humain mange trop de viande, on constate une élévation du taux de cholestérol. C'est une illustration qui montre que, contrairement à d'autres animaux, le métabolisme humain n'est pas optimisé pour une forte consommation de viande. Malgré la baisse de la consommation de viande, chaque Français en a mangé 86 kilos l'année dernière, soit 3 de plus que la moyenne européenne. Oui, alors le débat s'est poursuivi, pour être tout à fait honnête, autour du plateau, parce qu'on s'est dit c'est bon, c'est pas bon, c'est triste, c'est pas triste. Bon, question SMS, est-ce que la viande a encore un avenir dans un monde, on le voit bien avec les statistiques, de plus en plus végétarien? L'avis de l'éleveur. Eh bien, la viande a sa place, mais il faut qu'elle soit remise à sa place. C'est-à-dire que on sait, même moi qui suis éleveur, je plaide pour réduire la production et la consommation de viande. Oui, il faut qu'on en mange moins. Ah ben complètement, c'est-à-dire on ne peut pas donner des céréales à manger à des porcs et à des bovins pour ensuite manger les bovins et les porcs. Ça, c'est juste pas possible. On doit nourrir les populations qui crèvent de faim en leur permettant de cultiver leurs céréales, mais de façon autonome. Pas des céréales qu'on va exporter. La vocation exportatrice de la France que défend la FNSEA, c'est une aberration. Aujourd'hui, ils sont en train de manifester et bloquer partout, alors qu'ils manifestent contre les conséquences de leur propre politique. Ça fait 30 ans qu'ils font cette politique-là. Celle-là, elle est morte. Quand vous voyez aujourd'hui que faire de la viande intensive, dont on parlait tout à l'heure, en disant oui, mais de toute façon, pour nourrir le monde, il faudra. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, on le fait aux dépens de déforester l'Amazonie. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les... Pour y produire du maïs à la place. Mais bien sûr, toutes les vaches françaises qui produisent du lait ou de la viande, en France, à 95% aujourd'hui, elles ont mangé, pour leur engraissement, du tourteau de soja OGM qui est importé du Brésil et qui est fait et qui est entaché par la disparition des Indiens d'Amazonie. Il y en a eu 300 qui ont été assassinés en 2014. Parce qu'on veut leur piquer et s'approprier leurs terres pour faire du soja et de la canne de maïs pour faire de l'éthanol. C'est-à-dire pour faire vivre Xavier Belin qui, après, par Sophie Proll, introduit ça dans... On a compris que vous n'étiez pas dans le camp de la FNSEA, de Belin. Mais il n'est pas là pour se défendre. Non, mais il faut en mesurer les conséquences. On a bien entendu, je pense. Donc ici, le soja, quand un Français mange du poulet industriel, du porc, c'est-à-dire des tranches de jambon blanc, par exemple, pris au supermarché, il a 9 chances sur 10 qu'il est en train de manger une part de la forêt amazonienne, entachée du sang des Indiens. L'image est déjà moins drôle avec le sang des Indiens, évidemment, mais enfin, on a bien vu l'image. Docteur, l'éleveur nous dit, à l'herbe, nous dit, il faut manger moins et mieux. Qu'est-ce que vous, qui êtes un conseil en nutrition, qu'est-ce que vous dites à cet égard? Est-ce que notre système digestif, on l'a vu avec ces études, n'est pas fait pour manger de la viande, ou est-ce qu'au contraire il faut en manger? Qu'est-ce que vous dites, vous? Notre système digestif n'est pas fait pour l'excès en général. En fait, il faut vraiment manger de tout au bon moment dans les bonnes proportions. C'est ça la clé, c'est les bonnes proportions. Et la qualité aussi. Ça, je pense qu'il faut rester dans la qualité, sinon ça n'est pas possible. On est dans un monde libre. Donc il y a ceux qui ne veulent pas manger de la viande et ceux qui veulent en manger. Et tant mieux, on reste comme ça. Maintenant, je défends ceux qui veulent en manger. Parce que quand même, nous sommes des omnivores et même un gros mot, des carnivores. On a des dents. Ça, c'est naturel, c'est dans notre ADN, c'est notre nature. Notre chasseur de mammouth, il avait besoin de manger parce qu'il sentait que c'était bon pour sa santé. Attendez, non, s'il vous plaît, docteur. Et alors, pourquoi est-ce que c'est bon l'animal par rapport au végétal? L'animal, donc il y a des acides aminés essentiels qu'on ne trouve pas dans tous les végétaux. Alors que dans la viande, on a les 9, il y en a 9, on les a tous dans un morceau de viande. Alors que dans le végétal, chez le végétarien, il faut qu'il ait le pois chiche, plus le couscous, plus le machin. Non, Pierre Inard, je vous en prie. Voilà. Ça dépend de votre débat. Laissez parler les autres jusqu'au bout. Ensuite, il y a le fer. Le fer, c'est important. Chez l'animal, le fer, il est héminique. Ça veut dire qu'il est absorbé très bien par l'organisme. Dans le végétal, il n'est pas héminique. Donc, il est nettement moins bien absorbé. Le fer, c'est important. Il y a aussi la vitamine B12. C'est celle qui fait nos globules rouges. Il n'y a que le règne animal qui fabrique de vitamines. C'est la défense contre les bactéries. C'est quand même un peu essentiel pour vivre, encore une fois. Donc tout ça, c'est essentiel. Donc il y a le fer, la vitamine B12, les acides aminés essentiels. Tout ça, on ne l'a pas dans le végétal, ou moins bien.
Donc oui, il faut de la viande, mais au bon dosage. Le bon dosage, c'est quoi? C'est 100 à 120 grammes. Alors en fonction de, on est un homme, on est une femme, on est adolescent, on est enceinte, il y a plein de cas comme ça. 100 à 120 grammes, 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est raisonnable. Mais pas plus que 2 à 3 fois par semaine. Non, parce qu'à côté, alors il y a la viande rouge, il y a la viande blanche, il y a le poulet, il y a le lait, il y a tout ça. Ouais. Donc tout ça, ça fait l'homme, ça fait la femme, et ça fait l'équilibre. Et ça fait le plaisir. Si on peut rester dans la qualité, dans le plaisir. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi des études nous disent danger pour le tube digestif qu'est-ce qui ne va pas dans la viande? Parce qu'il y a quand même des trucs qui ne sont pas bons dans la viande. On a parlé du persillé tout à l'heure. Le persillé égale le gras. Et le gras, ça fait peur. Et c'est vrai que dans la viande rouge en particulier, il y a des acides gras qui sont saturés. Et ce ne sont pas les meilleurs. Et ça, effectivement, qui dit acide gras saturé dit cholestérol. Qui dit cholestérol dit je bouche mes artères, donc je fais des accidents cardiovasculaires. Un infarctus, un accident vasculaire cérébral. Donc ça, évidemment, c'est pas bon. Mais aux doses raisonnables, il n'y a pas de raison que ça arrive, si on n'est pas génétiquement préparé à ça. Il y a aussi, peut-être, évidemment, donc le fer qui est si bien absorbé dans l'intestin. On a montré certaines études, et là encore il faut discuter les études, parce que c'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison, et on peut prouver tout ce qu'on veut avec des études. Le fer peut donner des dérivés qui peuvent éventuellement donner des cancers du côlon. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un danger pour le côlon. Je crois que ce sont les deux grandes choses. Mais surtout avec les graisses brûlées. Voilà. Et aux doses raisonnables. Et la viande, comment on la mange? D'abord, quand on prend un steak, on n'est pas obligé de prendre les frites avec et la béarnaise. D'accord? Quand on va chez le boucher, il retire le gras qu'on voit. Alors, pas le bon perfumé, mais le gras autour. Et pareil, quand on est chez soi, on vire le gras qu'on voit en trop. Et là, on est dans l'équilibre. Et là, c'est bon et ça ne peut être que bon. Alors, vous avez vu le reportage. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance de société et il faut la prendre en compte parce que il y a des arguments pour aller vers je mange plus de viande du tout. Le végétarisme, en l'occurrence. Alors, le végétarisme, c'est moins grave que le végétalisme. Le végétalisme, d'accord. Le végétalisme, enfin, dans le végétarisme, on prend le lait, les œufs, enfin, tous les dérivés animaux, alors que dans le végétalisme, c'est aucun dérivé, 0,0. Donc là, encore une fois, attention au fer, attention à la vitamine B12. Là, il y a des carences. Donc je pense, mais bon, je ne veux pas me faire trop d'ennemis, encore une fois, on est dans un monde libre. Il faut des compléments alimentaires, c'est-à-dire il faut complémenter. Sinon c'est très compliqué. Ou est-ce que vous ne poussez pas comme médecin parce que vous aimez bien aussi la viande? Non, il y a un risque. Sincèrement, je pense. Très sincèrement, je ne suis pas médecin du tout. En même temps, finalement, je suis fils de restaurateur et surtout je suis critique gastronomique, donc je fais 5 à 6 restaurants par semaine. Et franchement, on apprend la mesure, la tempérance et tout ce que vous venez de dire. Ça n'est qu'une histoire de tempérance, de mesure, 2 à 3 fois maximum de viande par semaine. Vous vous en portez très bien. Vous sentez votre corps vivre. Et vous allez aussi travailler les légumes. Ça n'est que ça, les régimes alimentaires. C'est la juste mesure des choses. Et c'est là où finalement tous ces débats de société vont peut-être apprendre aux gens à mesurer, distancer. Je crois que on passe d'un excès à un autre. Quand on voit la pauvre jeune fille, excusez-moi, mais qui s'interdit. Elle avait l'air en forme quand même, pardon. Je sais pas, je suis pas persuadé, j'en sais rien, je lui souhaite, mais c'est vrai que ça fait peur parce que vous avez employé le gros mot, on est quand même dans la carence, dans l'interdit. Alors on est libre, elle est libre de ce qu'elle veut, mais je pense pas qu'elle fasse du bien à son corps. Comme vous dites, alors là, il y a une espèce de, on est des omnivores depuis toujours, on peut peut-être se passer et limiter la chair, mais de plus en manger, c'est grave. Après Marie Buriot qui a fait le reportage, elle était très en forme, mais bon. Ah bon, bah alors, Marie, je voulais dire un mot parce que la tempérance. Dans l'histoire humaine, le volume du cerveau de l'homme a doublé dès lors qu'il est devenu carnivore. Ça a quand même un sens, c'est-à-dire qu'on a besoin de ça. Et moi, je ne veux pas tenir de discours punitifs à mes enfants, c'est-à-dire je ne veux pas leur vendre un monde absolument épouvantable. Je situe, si vous voulez, ces mouvements aussi dans l'histoire économique. La génération de la guerre a souffert des privations. Pour tous ceux qui sont nés après la guerre, les générations qui ont suivi les 30 Glorieuses, le fait de consommer de la viande était au fond un signe d'appartenance à la classe dont la capacité contributive montait, augmentait. C'était les riches pour dire les choses autrement. Les plus riches en tout cas. Oui, c'était un signe de progrès dans la société. Et puis peut-être qu'on est allé trop loin. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, moi, que les choses sont en train de se rééquilibrer. C'est-à-dire qu'après le trop-plein, vous voyez, il y a une espèce de courbe là. Et il n'y a pas que le vendredi chez les catholiques qu'on fait maigre le vendredi. Maigre, ça avait du sens, c'est faire maigre. Alors, on va passer... Oui, docteur. Juste une chose, je pense que la moitié du monde qui meurt de faim, parce que ça existe aussi quand même, si on leur propose de la viande, ils vont la manger. Ils ne se poseront pas la question de savoir si éthique, pas éthique. Enfin, ils en mangeront de la viande. Alors, quand même. On en vient aux questions SMS, Internet, vos questions de C'est dans l'air.
Alors, les éleveurs, c'est pour vous Pierre Inard, les éleveurs refusent l'importation de viande étrangère, mais veulent que les étrangers achètent leurs produits. Il y a quand même là aussi... C'est ce que j'ai dénoncé tout à l'heure en rappelant que les manifestations qu'on voit, abusivement, les médias disent, les agriculteurs manifestent et bloquent. C'est pas vrai. Ce sont certains agriculteurs et c'est la fédération de la FNSEA, c'est-à-dire les ultralibéraux qui sont pour les fermes de 1000 vaches. Je n'ai pas manifesté parce que j'adhère absolument pas au fond du problème. C'est-à-dire que là, ils sont en train de manifester contre une politique qu'ils ont tenue. Donc là, le vrai souci, c'est il faut changer de politique. Juste un mot de Pascal Perry sur ce sujet, parce que quand même, les libéraux disent... Ils sont pas libéraux, la FNSEA. Hein. Quand même un peu. Non, il n'y a pas plus interventionniste que là. Non, accompagnement de la politique agricole commune, pardon, on est dans le domaine, mais dans tous les pays du monde, c'est ça qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Aux États-Unis, il y a un programme qui s'appelle le Farm Bill, qui est un programme d'intervention de l'État, de protection des producteurs, des éleveurs aux États-Unis. C'est un marché ultra fermé. Dans tous les pays, qu'est-ce que c'est que la politique agricole commune ? Mais donc ils ont peut-être raison de se défendre aussi. Mais la politique agricole commune, c'est une politique d'accompagnement, c'est une politique publique. Il n'y a pas de libéraux dans le domaine agricole. Au contraire, il n'y a que des agriculteurs ou des éleveurs qui demandent la régulation de l'État. Oui. Ou de l'Europe. Sauf qu'ils ont plaidé pour la suppression de l'État. Autre question, alors justement, pardon. En quoi l'État est-il concerné par le prix de la viande ? Justement, les gens se demandent pourquoi, sur ce sujet-là, on intervient. C'est un marché libre. C'est un marché a priori libre. Hein. Le prix de la viande, c'est un marché de l'offre et de la demande, avec des gammes de produits, du moins bon au meilleur. Et l'État n'a pas à intervenir. Enfin, l'État a fixé pendant un certain temps le prix du timbre-poste et celui du petit noir qu'on consommait le matin aux Indes. Mais enfin, pas à lui demander de redevenir boucher. Emmanuel Rubin ? Non, mais l'État, là, je crois qu'on lui demande d'intervenir parce que comme pendant des années, il a aidé les agriculteurs, notamment là, en calmant les trésoreries. Ils vont avoir des problèmes de trésorerie. Donc, on demande à l'État d'intervenir pour que, éventuellement, les frais ne soient pas payés tout de suite. C'est là où il va intervenir. Mais en termes de prix, l'État ne pourra rien faire. Mais par contre, il a tellement accompagné en disant, bon, OK, on va calmer le jeu. Pierre Inard ? Mais là, plus l'Europe. Oui, mais là où l'État, pourquoi il intervient, c'est parce que depuis 20 ans, ce que fait l'État, ils veulent avoir de la matière première pas chère, parce qu'ils font l'autoroute à la grande distribution. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent capter, comme il disait là, d'ailleurs que la FNSEA veut la vocation exportatrice de la France. Mais par contre, ils virent tous les produits étrangers de France des magasins. Donc déjà, ils ne sont pas cohérents. Ils sont dans une incohérence totale. C'est-à-dire c'est bon pour les autres, mais pas chez nous. Donc vous voyez que là, il y a un vrai problème. Et l'État, ils veulent juste, c'est politique du pouvoir d'achat. Donc ils se disent, bon, on va calmer les Français si on peut avoir de la viande et des aliments pas chers. Sauf que ça, c'est la ruine, parce que si on va dans la compétition mondiale, les Brésiliens font bien mieux que nous. Moi, j'ai travaillé pour Carrefour. Ils avaient des fermes de 25-60 000 hectares au Brésil. Ouais. Autre question. Manger de la viande chaque jour est-il bon pour la santé ? Vous avez en partie répondu, et c'est bien de le rappeler. Oui, c'est ça. Enfin, des produits animaux, c'est viande, poisson, œufs. C'est-à-dire il faut varier, encore une fois, pour être dans l'équilibre. Donc la viande, moi je dis 2 à 3 fois par semaine, 100 à 120 grammes en fonction de la corpulence de la personne. Mais si on revient au chiffre des 86 ou 65 même, hein, on est à 200 grammes, 250 grammes par jour. En fait, ça c'est trop, de viande rouge par jour. C'est plutôt 2 fois par semaine. Oui, moi je dis 100 à 120 grammes, donc plutôt 2 à 3 fois par semaine. C'est beaucoup, oui. Voilà. Imaginez des cantines ou des restaurants d'entreprise, des restaurants scolaires ou universitaires dans lesquels on n'offrirait pas de viande, au nom d'une bonne politique de l'alimentation. Les consommateurs se lèvent le lendemain et protestent. Donc vous voyez, le rôle de la pédagogie, c'est essentiel de s'engager dans un cercle qui est vertueux, explicatif. À Nantes, ils l'ont tenté, c'était pas les consommateurs ni les parents qui se sont soulevés, c'était la FNSEA et les syndicats, vous voyez. Donc c'est du lobbying. Ils sont pas là ce soir, on va arrêter de taper sur la FNSEA. Ils ont le dos là, ils ont le dos là. Non, pas. Alors, autre question, la viande est-elle réservée aux plus fortunés ? Bon, c'est ce que vous aviez l'air un peu de dire, la bonne. Aujourd'hui, je suis obligé de le dire, et c'est comme ça. Aujourd'hui, la viande de qualité, elle est réservée aux plus fortunés. On a vu que chez les bouchers, on avait des bons morceaux effectivement, aussi pas chers. Petit à petit, grâce à vos initiatives, si tous les bouchers commencent, enfin, éleveurs et bouchers commencent à réduire la filière, supprimer les intermédiaires et travailler de manière vertueuse,
elle sera un peu moins chère. Mais ce sera tout de même, parce qu'il faut laisser le temps au temps. On a vu le boucher qui travaillait la maturation, rassir sa viande, travailler le savoir-faire, préparer un beau filet de bœuf, c'est du beau, ça sera cher. Alors, Pascal et c'est aussi une question d'éducation. Pascal Péry et Pierre Inard, autre question, justement, ce téléspectateur nous dit, à part la volaille, manger de la viande est impossible pour les petits salaires. Comment en est-on arrivé là ? Parce que, alors ce serait très long à expliquer, parce que les petits salaires subissent aujourd'hui l'augmentation massive des impôts, l'augmentation massive des dépenses contraintes, l'apparition de nouveaux centres de dépenses, les technologies de l'information et de la communication notamment, et finalement, en bout de chaîne, il reste peu de choses pour s'alimenter. Alors que, je partage tout à fait votre avis, c'est le carburant de notre vie. Et donc, il faudrait qu'il y ait quelques arbitrages. Et je conçois que c'est difficile pour ceux qui sont modestes de passer à côté des outils fétiches de consommation, des vrais totems de la consommation, pour acheter des bons produits. Ça suppose quand même beaucoup de force de caractère. Alors, il y a peut-être une éducation et un tri à faire aussi. Je pense que peut-être on n'a pas entendu ce que vous dites. Une éducation et un tri à faire aussi. Ouais. Acheter moins de chocolat, je ne donnerai pas des marques et des trucs comme ça, moins de chips, moins de cigarettes quand même. Mais on a aussi créé un besoin, comme vous le disiez très bien, on mange trop de viande, on a créé ce besoin de manger trop de viande. J'allais dire, on en mangeait beaucoup moins. Et donc du coup, vous parliez de votre père qui allait avec les maquignons ou dans les comices, et on tapait là, on fixait le prix en direct. D'ailleurs, on jugeait la qualité de la bête, et pas ce qu'on juge aujourd'hui, c'est le minerai, c'est-à-dire pas du tout la qualité. Du coup, les gens en mangeaient moins, mais mieux. Et aujourd'hui, sous prétexte de démocratisation et autres, tout le monde mange de la viande, donc on surproduit, le prix est trop bas pour les éleveurs, mais déjà trop cher pour le public, et on mange de la merde. Alors une question, parce que comme on l'a vu qu'il n'y avait pas que de la en France, ça va. Question, quelle est la région de France où la viande est la moins chère? Je n'ai pas dit la meilleure, mais la moins chère. Il y a quand même des régions où on arrive à faire de la qualité et en même temps avoir des bons prix. Le Massif central. Massif central? Moi, je dis Massif central parce qu'il y a beaucoup de circuits courts. Ce sont des régions de moyenne montagne. Il faut vivre avec sa géographie, n'est-ce pas? Nous avons des régions de moyenne montagne qui sont des régions d'élevage. Il faut rappeler que dans ces régions, d'ailleurs, FNSEA ou non, un éleveur fait vivre 10 personnes. C'est très important d'y maintenir de l'élevage et de l'agriculture. Et il y a beaucoup de circuits courts. Il y en a aussi en Saône-et-Loire notamment. Vous êtes moqué du Massif central, mais il a des vertus, le Massif central. Attendez, moi je dis qu'il ne faut jamais oublier le Massif central. Parce qu'il a été contraint, le Massif central, parce qu'il n'était pas avantagé sur le plan géographique. Voilà. Ouais. De cultiver la valeur ajoutée, de la différenciation. Donc, ils ont maintenu c'est sa victoire aujourd'hui, alors. Voilà. Ils ont été avant-gardistes parce que ils allaient au casse-pipe s'ils allaient dans la compétition avec les plaines et les Bretons. Bien sûr. Mais on fait exactement la même chose aujourd'hui avec les Brésiliens. On fait une course qu'on est sûr de perdre parce qu'ils courent plus vite. Ils sont moins 10 ans. Et est-ce qu'on est prêt et acceptant d'avoir le salaire d'un Brésilien et les conditions sociales qui vont avec? Est-ce que, alors, vous pouvez répondre, vous qui êtes éleveur et qui prétendez faire de la qualité, de la vache à l'herbe. Je le fais. D'accord. Non, mais c'est une formule. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Quelle surface par animal pour qu'il ne mange que de l'herbe toute l'année? Il faut plus d'1 hectare. Par animal? Oui. Et vous avez combien de vaches, vous, par exemple? Moi, j'ai 30 vaches et j'ai 40 hectares. Ah oui, donc le rapport est clair. Voilà. Autre question, combien de tonnes de viande sont jetées chaque année? Ah oui, un tiers de la production. Alors, je ne sais pas si c'est la viande. Là, je vais être peut-être un peu flou, pardon, mais un tiers de la production agricole dans le monde n'est jamais consommée. Ah bon? Soit elle est perdue, soit elle est gaspillée. Et gaspillée où? Elle termine dans les poubelles. Ah, parce qu'en bout de course de la vente de la grande distribution, elle finit dans les poubelles, c'est ça? Elle finit dans les poubelles des consommateurs aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont jetées. On est très souvent dans le surachat. Vous savez, il y a de plus en plus de produits qui ont des durées de vie courtes. Ça ne concerne pas que la viande, mais je suis certain de ce chiffre en revanche. Un tiers de ce qui est produit dans le monde par les agriculteurs n'est jamais consommé. Alors, une question à l'éleveur aussi, là encore. Cette personne nous demande, tout est-il fait pour éviter la souffrance des animaux lors de l'abattage? Comment vous faites? Ou plutôt, les abattoirs auxquels vous donnez vos bêtes, est-ce qu'ils songent à ça? Eh bien, dans les circuits courts, oui, parce qu'on peut intervenir, parce que ce sont des petits abattoirs et on a accès à la direction et aux opérateurs de chaîne directement. Oui. Dans les grands, c'est vraiment pas leur souci, parce que le premier souci, il est financier. Donc, je suis intervenu, j'en fais état dans mon livre, parce que c'était la première chose, quand j'ai pris mon poste de directeur qualité, qui m'avait choqué. C'est-à-dire que l'industriel n'avait
Aucun souci du bien-être animal. De l'être sensible. Comme oui. L'animal est un être sensible. On découvre aujourd'hui par les sciences qu'un cochon est plus intelligent qu'un chien. Et on le maltraite comme on ne maltraiterait jamais un chien. Donc les conditions d'élevage sont juste insupportables. Mais c'est là que le consommateur, il est vraiment acteur, parce qu'il peut changer. Les 20 ou 50 euros qu'il met, surtout quand ils sont difficilement gagnés, s'il les met à de l'élevage extensif, eh bien, il protège l'animal. Alors, il y a une question pour finir. Pourquoi les races bovines ne sont-elles pas mentionnées sur les étiquettes? On ne sait pas si c'est de la Salers, de la Limousine, de la Charolaise, de la Holstein. On peut Primolstein, oui. C'est pas bon signe quand c'est de la Primolstein. Mais oui, en général, on peut le savoir. Si, c'est écrit dans la grande distribution sur certains produits et chez le boucher à l'évidence, mais pas toujours. Ça devrait peut-être être obligatoire. Et donc ça, c'est une voie d'évolution. Un gros combat sur l'étiquetage. D'ailleurs, il y avait un rapport sénatorial il y a 2 ans qui commençait. Vous êtes d'accord là-dessus aussi? Manque de transparence. Et il faut aller signer la pétition OGM transparence. On finit sur un consensus sur ce point-là, et la prochaine fois, il y aura même un invité de la FNSEA. Vous voyez, comme ça, ce sera encore plus. Oui, mais c'est d'autant plus... Merci à tous de votre présence ici. Vous nous retrouvez vers 22h25 sur France 5, vers 5h du matin, et puis on se retrouve demain pour un autre C'est dans l'air cette semaine. Bonne soirée à tous, merci.